Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Dolibar. Au départ, en préparant, je me suis dit, bon, encore un logiciel de gestion open source, on en a déjà vu. Mais en creusant un peu dans la documentation officielle, j'ai découvert une philosophie vraiment différente, presque à contre-courant en fait. L'image qui m'est venue, c'est celle d'une boîte à outils, mais une boîte à outils super bien pensée. C'est l'image parfaite, oui. Et pour filer la métaphore, notre mission aujourd'hui, c'est de regarder les outils dans la boîte, bien sûr, mais aussi la qualité de l'acier, comment ils sont faits. D'accord. Pour cette analyse, on a fait simple. On a pris tout ce qui est public, le site officiel, le dépôt de code, on a vraiment tout épluché pour voir ce qu'il y a sous le capot. Et ce qui frappe tout de suite, c'est pas une fonction, c'est une phrase, une promesse. Activez uniquement les fonctionnalités dont vous avez besoin. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais ça change tout, non? Ça change absolument tout. On a tous connu ces logiciels, ces usines à gaz où 80% des boutons ne servent à rien. Sauf à nous perdre. Exactement. Sauf à nous perdre. L'idée ici, c'est de combattre ce qu'on pourrait appeler la fatigue décisionnelle. Pour un freelance qui se lance, voir des onglets gestion de production, RH, c'est angoissant. Et surtout inutile. C'est clair. Devibar lui dit, ne t'en occupe pas, cache tout ça, concentre-toi sur tes clients et tes factures. C'est une approche qui respecte vraiment l'utilisateur. C'est vrai que du coup, l'interface s'adapte à la taille de l'entreprise, en quelque sorte. Un artisan n'a pas les mêmes soucis qu'une PME de 50 personnes. C'est exactement ça. L'artisan, il va commencer avec la facturation, peut-être un catalogue de services, et si demain il embauche, hop, il active le module de gestion des congés. S'il se met à vendre des produits, Il active la gestion de stock. voilà. C'est une croissance organique. Le logiciel grandit avec l'entreprise, au lieu de l'écraser sous son poids dès le premier jour. Et cette philosophie d'accessibilité, on la retrouve même dans la manière de l'installer. J'avoue que j'ai été surprise par le grand écart. D'un côté, on a des paquets auto-installables, comme DollyWamp pour Windows, qui semblent faits pour des débutants complets. Oui, l'objectif est clair. Permettre à quelqu'un qui n'y connaît rien en serveur ou en base de données de démarrer en quelques clics. C'est la porte d'entrée. La démocratisation de l'outil. C'est ça. Mais ce qui est malin, c'est qu'ils n'ont pas sacrifié les utilisateurs avancés pour autant. C'est là que je voulais en venir, parce que de l'autre côté du spectre, on peut tout installer à la main depuis le dépôt GitHub. Et il y a même une image Docker. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Docker, c'est quoi exactement, Sam? Alors, Docker, pour faire très simple, c'est comme si on vous livrait le logiciel dans une boîte parfaitement hermétique. D'accord. Peu importe où vous posez cette boîte, sur votre serveur, dans le cloud, chez un hébergeur, tout ce dont le logiciel a besoin pour tourner est déjà dedans. Ça démarre au quart de tour, sans mauvaise surprise. C'est devenu le standard pour déployer des applications sérieuses, et ça montre que le projet est vraiment à la page techniquement. D'accord. L'installation est flexible, mais une fois qu'on est dedans et qu'on commence à activer ces fameux modules, qu'est-ce qu'on y trouve? Je regardais la liste et c'est vertigineux. On peut vraiment tout faire avec ça. Exemple, ça couvre absolument tout. Alors, je lis la liste. Gestion des prospects, création de devis. Ah, et là, je tombe sur signature en ligne. Ça, c'est pas si courant dans un outil comme ça. Ça veut dire qu'on peut envoyer une proposition et le client la signe depuis son téléphone sans rien imprimer? C'est exactement ça. Et le document signé est stoppé automatiquement avec une valeur probante. C'est un gain de temps et de fluidité qui est énorme. Et à partir de là, la magie opère. Ce devis signé, il se transforme en commande en un seul clic. Et c'est là qu'on touche au fameux concept de plus de double saisie, j'imagine. Voilà, c'est le cœur d'un bon système de gestion. Ça me rappelle un stage où je devais passer mes journées à copier-coller des adresses clients depuis un Excel vers le logiciel de facturation. Ah non. Puis à nouveau vers le logiciel d'expédition. Le simple fait d'éliminer cette tâche, c'est une révolution pour la productivité et, honnêtement, pour le moral. Ici, la commande validée peut générer la facture, la note d'envoi et même décrémenter le stock. Tout est connecté. En parlant du stock, il a l'air très poussé lui aussi. Gestion des entrepôts, code barre, numéro de série. Et même des ordres de fabrication. Là, on n'est plus chez le petit freelance. Non, là on est clairement sur un outil capable de gérer une petite unité de production ou d'assemblage. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes ces fonctions, aussi complexes soient-elles, restent des modules optionnels. Si vous êtes consultante, vous ne les verrez jamais. Et la liste continue, avec des choses encore plus surprenantes. Un module RH pour les notes de frais, un module de gestion de projet, un point de vente pour un magasin, et même un CMS pour créer un site web. J'ai l'impression qu'ils ont voulu tout intégrer, mais est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un outil qui fait tout
Mais tout moyennement? C'est toujours le risque de l'approche couteau suisse. Mais la réponse de Dolibar à ça, elle est double. D'abord, il y a la communauté. Il existe une place de marché, le Dolly Store, avec des milliers de modules très spécialisés qui viennent compléter ou remplacer les modules de base. D'accord, donc si un module est trop simple, on peut en trouver un plus avancé. Exactement. Et la deuxième réponse, c'est peut-être la plus fascinante. C'est un outil intégré qui s'appelle le Module Builder. Il est présenté comme une approche low-code. Low code, encore un terme un peu technique. Ça veut dire quoi en pratique? L'idée du low-code, c'est un peu comme jouer au Lego. On vous donne des briques de base déjà prêtes, un champ de texte, une liste déroulante, un bouton, et vous les assemblez pour construire ce que vous voulez sans avoir besoin d'être un ingénieur pour fabriquer chaque brique. Ah, d'accord. Concrètement, un manager qui connaît son métier sur le bout des doigts peut créer un formulaire de suivi pour son équipe ou un rapport personnalisé, sans écrire une seule ligne de code. Ça donne une autonomie incroyable. Cette personnalisation est impressionnante, c'est vrai, mais ça me fait penser à la mécanique sous le capot. Est-ce que toute cette puissance, c'est pas une usine à gaz à héberger? Il faut une équipe d'ingénieurs pour le faire tourner. Très bonne question. Et la réponse est étonnamment simple. L'architecture technique est basée sur un duo ultra classique et éprouvé. Le langage PHP et une base de données MySQL ou MariaDB ou PostgreSQL. Ah oui, c'est le standard du web depuis 20 ans, ça. C'est un peu la motorisation standard, oui. Ce n'est peut-être pas la plus tendance, mais c'est fiable, performant et, surtout, n'importe quel hébergeur sait le gérer. Nos tests montrent que ça tourne sans aucun problème sur des plateformes comme Contabo ou Infomaniac. Pas besoin d'une infrastructure exotique. Donc, si je comprends bien, on peut l'installer à peu près n'importe où, que ce soit sur un vieux serveur dans le bureau, C'est l'option sur site ou on-premise. Certaines entreprises y tiennent pour garder un contrôle total sur leurs données. C'est leur coffre-fort numérique, en quelque sorte. ou alors dans le cloud, sur un serveur loué. Exactement. Et là, on a le meilleur des deux mondes. La flexibilité du cloud, mais avec la maîtrise de son installation. Et enfin, pour ceux qui ne veulent s'occuper de rien, il y a des offres SaaS, logiciel en tant que service. Où l'on paie un abonnement et tout est inclus. Voilà. Hébergement, maintenance, sauvegarde. La beauté de la chose, c'est que le logiciel est le même. Seul le mode de déploiement change. Il y a un autre point technique qui est mis en avant, c'est la facilité de mise à niveau. On nous dit qu'on peut passer de n'importe quelle vieille version à la plus récente sans perte de données. Attendez, ça me paraît presque trop beau pour être vrai. Les mises à jour, c'est souvent des cauchemars qui coûtent cher. C'est du marketing ou ça marche vraiment? C'est une promesse très très forte, mais qui semble être un pilier de la conception du logiciel. Dans le monde des ERP, les montées de version sont souvent des projets de migration entiers. Oui, des projets énormes. Ici, le processus est prévu par conception. La structure de la base de données est pensée pour que les scripts de mise à jour s'appliquent les uns après les autres de manière automatisée. C'est un argument de pérennité qui est majeur. Ça veut dire qu'une entreprise n'est pas prisonnière d'une vieille version. Elle peut bénéficier des innovations en continu sans tout casser. En parlant d'honnêteté, il y a un détail que j'ai trouvé vraiment rafraîchissant. Le projet communique très ouvertement sur ce qu'il ne fait pas. On peut lire noir sur blanc, pas de gestion des dépendances entre les tâches dans les projets, pas de module de paix natif. Oui, Ils ajoutent même avec humour « Dolibar me fait pas encore le café ». Cette transparence, elle est rare. c'est plus qu'une anecdote, je pense. C'est le signe d'un projet mature. Cette transparence, elle a deux effets très positifs. D'abord, elle gère les attentes. Personne ne se lance en pensant avoir un outil de paix complet pour le découvrir 6 mois plus tard. Ça évite les mauvaises surprises. Et ensuite, ça agit comme un appel à contribution pour la communauté. En disant « voici nos faiblesses », le projet oriente les développeurs vers les domaines où leur aide serait la plus précieuse. C'est une sorte de feuille de route implicite. Et on sent que cette feuille de route est suivie. Quand on regarde les publications, le rythme est vraiment soutenu. Au moment où on se parle, la version stable, c'est la 2.22.03, mais on voit déjà que la version 23.0 est en test. Ça ne dort pas, non, hein? Non. Cette activité constante, c'est le meilleur indicateur de la santé d'un projet open source. Un logiciel qui n'évolue pas est un logiciel qui se meurt. Ici, le flux de modifications sur le code, les discussions, les correctifs réguliers, tout ça montre que l'écosystème est bien vivant. C'est un gage de confiance pour une entreprise qui va baser toute son organisation dessus. Alors, si on doit résumer tout ça, on est parti de l'idée d'une simple boîte à outils, mais on dirait que c'est bien plus que ça. Dolibar se démarque par sa modularité extrême, qui permet de sculpter son propre outil, par son accessibilité, qui s'adresse aussi bien aux débutants qu'à l'expert, et par sa flexibilité technique, qui lui permet de tourner n'importe où.
C'est une excellente synthèse. J'ajouterais que sa force fondamentale n'est peut-être pas dans sa liste de fonctionnalités, aussi longue soit-elle, mais vraiment dans sa philosophie. Il ne dit pas aux entreprises « voici comment vous devez travailler », il leur dit « voici des briques, construisez le système qui vous ressemble ». C'est un renversement complet de la logique habituelle. On passe d'un vêtement prêt-à-porter à du sur-mesure. C'est exactement ça. Et ça amène à une dernière réflexion, je trouve. Compte tenu de cette approche basée sur la personnalisation, les modules et même le low-code, la question la plus importante n'est plus de savoir ce que Dolibar peut faire. D'accord. La vraie question, celle que chaque organisation devrait se poser, c'est quelle est la limite de l'outil de gestion idéal que nous pourrions construire pour nous-mêmes avec ces briques? Et là, la réponse ne se trouve plus dans le logiciel, elle se trouve dans la vision de l'organisation elle-même.